Il est temps d'agir à Niangon-Sainte-Rita. Les populations de ce quartier de Yopougon sont menacées par un trou béant. Toujours en Côte d'Ivoire, bientôt la première édition des journées du livre technique et professionnel à l'ère du numérique. Enfin, au Mexique, arrestation d'un important baron de la drogue. Sidronio Salgado serait responsable de la disparition de 43 étudiants dans le sud du pays. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur RTI 2. Une menace pèse sur les populations de Niangon-Sainte-Rita dans la commune de Yopougon. Un trou d'une centaine de mètres de profondeur s'approfondit quotidiennement. La cavité a même déjà englouti des maisons. Difficile aujourd'hui pour les populations de surmonter cette difficulté. Niangon-Sainte-Rita, un quartier situé dans la commune de Yopougon. Ici, la quiétude des populations est troublée par ce trou béant qui s'agrandit de jour en jour. Quand il pleut, on est obligé de sortir pour pouvoir surveiller le trou, afin d'éviter l'irréparable. À Abidjan aujourd'hui, ce n'est pas facile de construire une maison. Ce n'est pas si facile de louer une maison. Les coûts des maisons sont très élevés. Où tu vas enlever 5 mois, 8 mois, 10 mois pour payer un loyer de 130 000. Nous ne sommes pas dans un quartier précaire. Cet homme, à l'âge avancé, craint pour sa maison, le fruit de plusieurs années de travail. Ça nous fait peur et ça fait peur à tout le monde, à tous les voisins aussi également. Surtout mes petits-enfants qui sont avec moi. J'ai peur que vraiment qu'ils tombent dans ce trou-là. On a fait 40 ans de travail, nous sommes en retraite actuellement. Alors je vois que ces 40 ans de travail commencent à aller en l'œuvre. Les bâtiments de ce groupe scolaire et la vie des élèves se trouvent également menacés. Le pont qui servait de passage entre le quartier Sainte-Rita et le quartier Sikoprime s'est effondré. Seule alternative, ce pont. On n'arrive pas à passer sur le pont pour pouvoir partir à l'école. On est obligé de faire le grand tour. On demande pardon aux hommes de bonne volonté de nous aider à refaire le pont. Selon les populations, plusieurs facteurs seraient à la base de l'avancée de ce trou dangereux. À l'époque, on pouvait sauter ça d'un seul, on pouvait enjamber ça. Mais aujourd'hui, avec l'érosion, ça nous crée assez de soucis. Et cela est dû au fait que le pont qui est vers Sainte-Rita, l'église Sainte-Rita, quand ils ont fini de faire ce pont, ils devaient continuer les travaux jusqu'à la lagune. Mais ils ne l'ont pas fait. Ça fait qu'aujourd'hui, l'eau qui vient de ce pont-là n'est pas dirigée. Et quand ça n'est pas dirigé, ça pénètre en dessous du sol, ce qui creuse, et quand ça creuse, ça fait que les maisons tombent. Quand les femmes jettent les ordures ménagères en bordure du gros trou, ces ordures ménagères contiennent de l'acide. Et c'est ça généralement qui provoque la décomposition de la terre. Et c'est ça qui entraîne l'écroulement. Le maire de Yopougon a quant à lui souligné que certains habitants sont à l'origine de l'agrandissement du caniveau. Selon Gilbert Kafanakone, les informations recueillies par la mairie révèlent que ce sont des jeunes du quartier qui arrachent notamment les tuyaux et autres installations servant à l'évacuation de l'eau du caniveau. Il a également indiqué que seul l'État peut aider à faire face à ce problème vu le coût élevé des travaux à réaliser. C'était un reportage de Serge Gongoma et nous Sangaré. Toujours dans la commune de Yopougon, un sujet plus heureux. Des enfants issus de milieux défavorisés ont reçu aujourd'hui et gratuitement des kits scolaires d'une valeur de 5 millions de francs CFA. C'est une initiative de l'Union internationale des femmes pour la solidarité. La structure a pour mission de contribuer au bien-être des veuves, orphelins et démunis. 5 millions de francs CFA. C'est la valeur du don fait aux enfants orphelins et défavorisés de la commune de Yopougon. Ce don est composé de kits scolaires et d'instruments géométriques. Une initiative de l'Union internationale des femmes pour la solidarité qui vise à soulager le gouvernement dans sa politique d'éducation pour tous. Nous sommes là aujourd'hui pour essayer un peu d'honorer ces enfants. Parmi ces enfants, il y a des orphelins, il y a des démunis, il y a vraiment des pauvres. Ce sont les nécessités au fait. Et l'ONG UFS s'est penché vers ces personnes-là. Parce que c'est sa mission première. Plus tard, pour ces enfants, vraiment, c'est les donner une occasion pour qu'ils aillent loin par rapport à leurs études, pour qu'ils puissent aussi être cadres de demain, qu'ils puissent être des ministres de demain, qu'ils puissent être peut-être des présidents de demain. Donc l'ONG les offre vraiment cette opportunité-là, en leur donnant des kits scolaires. Pour ces bénéficiaires, au nombre de 500, cette action est salutaire. J'ai reçu les kits de la part de l'ONG.
Je vais dire merci à l'ONG. Je vais bien prendre soin des livres que l'ONG m'a donnés. Et je promets de bien étudier. Pour nous, c'est merci seulement que notre bourse. Elle a trop arrangé. Elle est venue donner notre cadeau, du riz, tout. Donc vraiment, nous sommes contents. Présente en Côte d'Ivoire depuis près de 4 ans, l'ONG Union internationale des femmes pour la solidarité entend mener d'autres actions au profit des enfants défavorisés de Côte d'Ivoire. Des précisions de Abou Sanogo et Pascal Koné. Vers une solution au problème de l'emploi jeune en Côte d'Ivoire. 80 jeunes ont été installés dans les départements de Boundiali et Koufo, dans la région de la Bagoué. C'est l'initiative de la plateforme de services de Côte d'Ivoire. Ces jeunes bénéficiaires auront un contrat de 6 mois pour un salaire journalier de 2500 francs CFA. Les explications de Eugène Atoubé. Dans la région de la Bagoué, 88 jeunes, dont 60 issus du département de Boundiali et 28 autres venant de Kasséré, sont bénéficiaires des offres d'emploi de la plateforme de services PFS. Ils se sont engagés dans des travaux à haute intensité de main-d'œuvre TIMO pour une durée de 6 mois. Leur rémunération mensuelle est de 55 000 francs CFA. Visiblement, c'est une opportunité que saisissent les jeunes de la région de la Bagoué pour leur autonomie financière. 12 projets de jeunes ont déjà été étudiés et transmis à la plateforme de services. Celui qui va économiser 10 000 francs par mois pendant les 6 mois aura son projet financé par la plateforme. Si on a parmi eux qui ont des diplômes et qui souhaitent même travailler, qui n'ont pas de stage, etc., on pourra leur apprendre comment rédiger leur CV, leur lettre de motivation. Tout ça, toutes ces formations-là sont faites en tout cas pour permettre aux jeunes, comme on dit, d'améliorer leur employabilité. Le recul de la pauvreté par l'insertion économique, c'est ce à quoi s'attelle le Conseil régional de la Bagoué qui se félicite de l'action dans cette région de la plateforme de services. Outre les communes de Boundiali et Kasséré, celles de Tengrela, Kolia et Kanakono viennent d'adhérer à la plateforme de services de la région de la Bagoué. Pour rappel, c'est le 2 octobre 2014 à Boundiali qu'ont été lancées les activités de la plateforme de services dans la région de la Bagoué. Elle est dotée d'un budget de 33 456 832 francs CFA. Comment positionner le livre technique professionnel et le numérique dans les réformes entreprises par le ministère de l'Emploi? Question au centre d'une conférence de presse le 16 octobre dernier. L'occasion également d'annoncer les toutes premières journées du livre technique et professionnel à l'ère du numérique. L'événement organisé par le Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle va se tenir les 30 et 31 octobre prochains à Abidjan. L'absence de bibliothèque dans certains établissements de formation technique et professionnelle, le désintérêt de la recherche de la connaissance à travers le livre et l'inaccessibilité des livres professionnels taxés souvent de trop chers et quelquefois inadaptés aux réalités culturelles et environnementales. Des difficultés auxquelles sont confrontés les différents acteurs du système éducatif, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Des dysfonctionnements qui interpellent le Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle, CIDFOR. Ce centre a donc décidé d'organiser les premières journées du livre technique et professionnel à l'ère du numérique. Le numérique répond donc à une évolution de la technologie et donc nous voulons mettre le numérique dans l'enseignement technique et professionnel, que nos enseignants puissent produire des ouvrages de qualité qui seront mis sur support électronique. Pour la directrice de ce centre, ces journées visent à sensibiliser et à encourager les formateurs à la production de livres didactiques, mais aussi à montrer aux apprenants l'importance du livre. Nos apprenants pourront lire mieux, vite, et nous pourrions alors améliorer la qualité de la formation par le numérique. Ces journées prévues les 30 et 31 octobre prochains permettraient selon elle de positionner le livre technique professionnel et le numérique dans la réforme de la formation professionnelle entamée par le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Un reportage de Koné Pargassoro. Au Nigeria, l'immense joie des parents et proches des lycéennes enlevées en avril dernier à Chibok, dans l'état de Borno. Cette émotion profonde intervient au lendemain de l'annonce d'un accord de cessez-le-feu entre les autorités nigérianes et la secte Boko Haram.
Incertitude au Nigeria sur un hypothétique accord de cessez-le-feu entre les autorités et le groupe Boko Haram. Des officiels ont annoncé vendredi la conclusion d'un accord devant permettre la libération des 219 lycéennes enlevées il y a 6 mois au nord du pays, avant d'être contredit par un autre service. Information pourtant confirmée de sources tchadiennes où l'on précise que les négociations auraient eu lieu au Tchad. Autre continent, la France sur le qui-vive en raison de l'épidémie de fièvre Ebola. Paris a procédé aujourd'hui au premier contrôle de passagers en provenance d'un pays ouest-africain touché par Ebola. Selon les derniers chiffres publiés hier par l'Organisation mondiale de la santé, la fièvre hémorragique a fait 4 555 morts sur 9 000 cas enregistrés dans 7 pays, à savoir le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée-Conakry, le Nigeria, le Sénégal, l'Espagne et les États-Unis. Chez le voisin belge, on redoute également le virus Ebola. Médecins sans frontières forme son personnel de santé en vue de contrer la maladie. Sur ce terrain vague de la banlieue de Bruxelles, un camp de toile d'un genre un peu particulier. C'est ici que Médecins sans frontières forment ceux qui vont aller sur le terrain se battre contre Ebola. Quand vous mettez la combinaison, il faut penser à la façon dont vous l'enlèverez. Des gestes répétés, encore et encore. Pas le droit à l'erreur face à cette fièvre hémorragique que l'on connaît mal. Sous la combinaison, la température atteint facilement les 30 degrés. Nous limitons le nombre de fois où nous enfilons nos combinaisons et où nous allons dans la zone à haut risque. Vous savez, on préfère pêcher par excès de prudence plutôt que de foncer tête baissée. Les volontaires expatriés de Médecins sans frontières effectuent des missions de 6 semaines maximum. Mais après une pause, certains choisissent de repartir. Comme Estifanos de Bassou qui a déjà fait plusieurs séjours au Libéria. Je vois des gens que je connais, des gens qui meurent, des familles que je connaissais. Je réfléchis encore, mais oui, je veux y retourner. En première ligne depuis le début, Médecins sans frontières gère 6 centres en Guinée, Libéria et Sierra Leone. Mais l'ONG a prévenu qu'elle était au maximum de ses capacités. Nous avons dit très clairement que nous avons atteint nos limites. Nous ne pouvons aller au-delà. C'est pourquoi nous sommes un peu étonnés de la lenteur et de la faiblesse de la réponse des autres acteurs, notamment des États. Médecins sans frontières a actuellement 3000 personnes sur le terrain mobilisées contre Ebola, personnel national et expatrié. La ménopause, phénomène universel, est évoquée aujourd'hui dans le monde entier. Elle intervient généralement entre 48 et 54 ans et se définit par la cessation des menstrues. Chez certaines femmes, la ménopause survient plus tôt, voire entre 35 et 43 ans. La Journée mondiale de la ménopause veut mettre davantage l'accent sur les problèmes liés à l'arrêt de la fonction reproductive. Autre destination, le Mexique. Les autorités judiciaires ont annoncé hier l'arrestation du chef présumé d'un cartel de narcotrafiquants. Sidronio Salgado, c'est son nom, est soupçonné d'être responsable de la disparition de 43 étudiants après la fusillade provoquée par la police. C'était le 26 septembre dernier. Au Mexique, les arrestations s'enchaînent depuis quelques jours. La police enquête sur la mystérieuse disparition de 43 étudiants dans l'état de Guerrero, au sud du pays. Parmi la cinquantaine de suspects, des policiers corrompus, des narcotrafiquants et surtout leur chef, Sidronio Casarrubia Salgado, une prise importante. Celui qui a été arrêté est l'actuel chef de l'organisation. Ce cartel est connu pour sa dangerosité à cause des nombreux charniers que nous avons trouvés et qui lui sont attribués. Le gouvernement mexicain est soumis à une forte pression pour résoudre cette affaire dans laquelle sont impliquées des autorités locales complices des narcotrafiquants. Vendredi, des milliers de manifestants sont une nouvelle fois descendus dans les rues d'Acapulco, principale ville de l'état de Guerrero. Ils sont exaspérés.
Le gouverneur doit répondre pour chaque jeune disparu, pas seulement pour les enfants morts. Et tous les habitants de Guerrero doivent protester pour leurs parents disparus. Les gens en ont marre. Le narcotrafic a infiltré toutes les institutions du gouvernement. Ceux qui commandent parlent mais ne font rien. Le président mexicain Enrique Peña Nieto est plusieurs fois monté au créneau pour assurer que des milliers de policiers et militaires sont déployés pour retrouver la trace des jeunes disparus. Pas de quoi calmer la colère de certains enseignants et étudiants mexicains. Ils ont saccagé plusieurs bâtiments administratifs cette semaine et occupent des mairies. Ces manifestants promettent d'autres actions coup de poing tant qu'ils ne sauront pas la vérité sur la disparition de leurs camarades. 18 octobre 1905, 18 octobre 2004, c'est aujourd'hui le 109e anniversaire du père de la nation ivoirienne, feu le président Félix Houphouët-Boigny. Plusieurs cadres et personnalités politiques ont pris part ce matin à la messe d'action de grâce dite en son honneur. Et ce sera tout pour ce soir. Demain, d'autres informations sur RTI2.